Hi, it's Maddie from After Dark, Myths, Misdeeds and the Paranormal. On the most terrifying places in America, travel with ghost hunters, psychics and historians as they uncover the chilling truth behind America's paranormal hotspots. From a haunted hotel in New England to a Texas warship where the dead still walk the decks. It's a podcast that's part cross-country road trip, part ghost tour. Listen to Most Terrifying Places in America wherever you get your podcasts. Starting a business can be overwhelming. You're juggling multiple roles: designer, marketer, logistics manager, all while bringing your vision to life. But for millions of businesses, Shopify is the ultimate partner. Shopify is the commerce platform behind millions of businesses around the world, and 10% of all e-commerce in the U.S. From household names like Mattel and Gymshark to brands just getting started. Build a stunning online store with Shopify's ready-to-use templates. Boost content with AI-powered product descriptions, page headlines, and enhanced photography. Marketing is easy with built-in tools for email and social media campaigns. Plus, Shopify simplifies everything from inventory to shipping and returns. If you're ready to sell, you're ready for Shopify. Turn your big business idea into with Shopify on your side. Sign up for your $1 per month trial today at shopify.com/try. Go to shopify.com/try. Shopify.com/try. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Et bien entendu, je suis votre animatrice pour aujourd'hui, Audrey. Et bien entendu, juste à côté de moi, en face de moi en fait pour être plus précise, j'ai l'incroyable Catherine. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Je suis un peu fatiguée parce que ça fait longtemps qu'on enregistre quand même. C'est pas si pire que ça fait... Non, hein? 2 heures. Ok, never mind, ça va pas, je suis fatiguée pareil, bon, voilà. On est vieilles, là, laisse-nous le genre. Laissez-nous vivre! Mais là... ça va bien, oui. 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 Parce que là, aujourd'hui, on continue avec les Dubois. Ben, parce que j'avais comme pris de l'avance dans mes textes, pis là, toi, t'avais pas d'autres textes, Non, fait qu'en moi, j'ai fait, pris là, du retard. tes textes, ils sont collés, pis sont collés. C'est pas grave. Ils sont collés, là, sont là, fait qu'on continue aujourd'hui la saga des frères Dubois. C'est bon. On va parler très peu des frères Dubois, Du bras. et plus de la mafia et de la commission d'enquête sur le crime organisé, parce que c'était quand même quelque chose de très important qui a eu une grosse influence sur le destin de cette famille de criminels québécois. Parfait. Et moi, je me laisse désirer. Mais en attendant... Toujours. C'est important. C'est important en tant que femme au 21e siècle. Je sens que ça va vraiment fonctionner avec Éric Bruno. Je me laisse vraiment désirer. Si tu te laisses désirer, ouais. comme... Mais ça. Il sait pas ce qui manque, c'est ça l'affaire. Ah, il sait pas pantoute! T'as-tu essayé de slider dans les DM de sa blonde? Parce que lui n'est pas sur C'est ça, j'allais dire. Never mind. Non. Non, c'est irrespectueux. Ouais. Ouais. Mais tu sais pas si leur couple est ouvert ou non? Ah, je ne sais pas, mais écoute. Je pense pas qu'il achète ce que je vends. Non? Non. Ah. C'est correct. Mais moi, ce que je vends aujourd'hui, c'est une recommandation de café. Mm-hmm. Non, je ne vous la vends pas, elle est gratuite. Alors, c'est un café qui nous avait été recommandé par un certain Étienne de Québec qui nous recommande le torréfacteur Fantôme. Fantôme! Casper! Le fantôme. Que je trouve qui est comme un excellent nom de torréfacteur à recommander pendant un podcast de True Crime. Oh. Alors, j'ai été me promener un petit peu sur leur site web et j'ai choisi de vous recommander un café parce que il y a un chat sur l'étiquette. C'est aussi simple. Je suis une femme très simple. C'est une excellente raison. Alors, c'est le Ricardo Alarson
Et ce qui est le fun, c'est que sur le site de Fantôme, ils écrivent la rémunération des producteurs de café qu'ils emploient. Ah, ça, j'avoue, c'est cool. Donc, c'est très transparent. Mais oui, mais ça. Et le café de Ricardo est exclusif au filtre. Donc, désolé les gens avec le Aéropress et toutes ces bébelles-là, c'est un café de filtre. J'ai comme l'impression que... tu sais, j'ai comme l'impression que t'es comme en train de dire hey, excusez les personnes qui portaient vos souliers dans le bon pied, ça s'adresse aux gens qui portent pas leurs souliers dans le bon pied. Exactement. Il me semble qu'il y a un groupe qui est plus nombreux que l'autre là-dedans, là. Non, mais il est écrit « Le café de Ricardo est exclusif au filtre ». Donc, voilà. Parce qu'il est déjà écrapou. J'ai vraiment le bon... Il est déjà écrapou. Moulu! Ou c'est juste que c'est une sorte de torréfaction qui se prête mieux à ce type d'infusion. Mon Dieu, j'ai retrouvé mes mots. Ah, ça, c'était pas d'infusion. Alors, sur le site de Fantôme, ils mettent, plutôt que de donner les notes, ils leur donnent une note sur l'échelle de funkiness. L'échelle de Pierre-Luc Funk. Exactement. Alors, sur l'échelle de Pierre-Luc Funk, on le met à 2,5. Et son acidité aussi est à 2,5. Alors, j'imagine... Sur 5. Ah! Je pensais sur 10. J'étais comme, c'est bas, c'est là, vraiment ça. pas funky, là. C'est très vraiment, beige. vraiment bas. Ouais, c'est très beige. C'est comme Babine. C'est une échelle entre Babine et Pierre-Luc Funk. Alors, c'est semi-funky, semi-acide. Alors, j'imagine que c'est un café qui se marie assez bien avec vos différentes circonstances de vie. Alors, je répète, du torréfacteur Fantôme, c'était Ricardo Alarson. Mais sinon, je vous dirais qu'ils ont tous l'air excellents. Les cafés Fantômes, ils ont un très beau logo. Et si vous aimeriez y aller directement, ils ont des adresses dans notre belle capitale à Québec. Alors, vous pouvez vous y rendre si vous aimeriez vous asseoir, déguster un bon café et marcher dans le vieux Québec. On vous encourage à faire ça, c'est les vacances, profitez-en. Oui! Alors maintenant qu'on a notre café, ouais. On est prêt à ce que Catherine mette du crème dedans et elle m'a dit que j'allais avoir mal au cœur. Ouais, j'ai une grosse bouteille d'eau à côté de moi. C'est ça que je voulais dire en intro. Je veux faire un trigger warning parce que d'habitude je fais pas de trigger warning quand je parle d'affaires terribles auxquelles on s'attend dans le contexte d'un podcast de crime, tu sais. Mais dans ce cas-ci, je m'attendais pas à lire des détails dégueulasses sur un scandale lié à la viande avariée. Mais c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans mon 3e épisode consacré au clan du bois, je vais vous parler de la commission d'enquête sur le crime organisé qui a signé le début de la fin pour le clan du bois. Pour des raisons qui n'ont pas du tout rapport avec... Ça vient juste avant Crépuscule pour un tueur, tu sauras. Puis c'est pour des raisons qui n'ont pas du tout à voir avec la viande avariée. Mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire sur le clan du bois. Fait que... Mais beaucoup sur la viande avariée. Mais beaucoup sur la commission d'enquête du crime organisé dont je voulais vous parler de toute façon. Fait que vous le savez, de toute façon, où est le crime? On se le demande à toutes les fois qu'il y a un épisode avec moi. Fait que rentrez, montez dans le train, on va prendre un train pour quelque part, et ce quelque part avec José Lito Michaud, on va prendre un train. Avec José Lito Michaud et le juge d'utile de la commission d'enquête sur le crime organisé. Donc, Nightmare Blunt Rotation. Mes sources pour aujourd'hui, j'ai plein d'articles du Journal de Montréal, de la presse, de Radio-Canada et aussi un épisode d'Aujourd'hui l'Histoire consacré à la SECO et qui est expliqué par le journaliste Jean-Pierre Charbonneau. Barnac, je suis bien mauvaise. C'est pas grave. Pardon. JP Charbonneau. Expliqué par JP Charbonneau qui est devenu mon nouveau journaliste préféré. JP Charbot. JP Charbot est devenu ma nouvelle figure historique sur laquelle que je trippe après Pax Plante puis Jean Drapeau. Ça, c'est un blunt rotation. Ben quand même, mais comme JP Charbonneau était un jeune journaliste de 20 quelques années, dans les années 70, avec les cheveux longs, puis comme des poils... Une moto. Tu sais, du poil facial ouais. Un peu douteux, mais comme... C'est ça. Tu sais, sur une échelle, mettons, de Maurice Duplessis à Paul Rose, il est beaucoup plus proche de Paul Rose en termes de hotness. C'est toute une échelle québécoise. Voilà, je sais. Mais il y a sûrement du monde qui trouve que Maurice Duplessis était bien chic, ça fait que oui, il s'appelle François Legault. Wow, ça se peut. Oui.
Oui. Donc, je vous résume l'épisode précédent que j'ai écrit dans mes notes. Dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, les McSween ont affronté les Dubois et les McSween en ont mangé une tabarouette. Et les McSween sont pas mal tous disparus de la carte, surtout Jacques qui a été assassiné. Et son frère Pierre, lui, a décidé qu'il allait se venger, à genoux dans son manoir, les poings levés vers le ciel. Maudits soyez-vous, les frères Dubois! Non! Et il va virer délateur et aller témoigner pendant la commission d'enquête sur le crime organisé. Fait que là, c'est quoi ça, la commission d'enquête sur le crime organisé? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une commission qui visait à un petit peu faire du damage control parce que elle a été instituée en 1972 et qu'elle a été instituée parce que il menaçait d'y avoir l'éclosion de scandales liant des politiciens très connus et appréciés du public et des membres du crime organisé. Fait que pour aller au-devant de ça, l'administration de Robert Bourassa a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête qui allait s'intéresser au crime organisé à Montréal. Ça a été institué le 27 septembre 1972. Les premières audiences ont eu lieu quelques mois par la suite, fait qu'en février 73, ça a commencé. Et il y a eu plusieurs phases. Au début, il y avait 3 commissaires, c'était les juges Brunet, Cordeau et Courtemanche, Roméo de son prénom. Oh! Dans cette première étape de la SECO, qui s'est étendue jusqu'au 10 septembre 1974, la commission d'enquête s'est penchée sur le monde du jeu illégal. Ils étaient motivés par un gros scandale de corruption policière et aussi de corruption politique dont je vais vous parler une autre fois tellement j'ai trouvé ça intéressant. Encore un cliffhanger de Catherine. C'est encore un cliffhanger. C'est encore un cliffhanger, mais c'est parce que justement, il y avait ce qui se passait à l'époque, c'est qu'il y avait une opération policière qui s'appelait l'opération Vegas, qui était une opération d'écoute électronique, et dans le cadre de cette opération, il y a beaucoup de choses qui ont été dévoilées à la police, y compris des liens entre la police et le crime organisé, des très hauts placés dans la police et le crime organisé. Il y a des policiers qui étaient mécontents de ça, et qui était surtout mécontent de voir qu'il n'y avait rien qui était fait pour assainir le milieu policier. Est-ce que ça vous rappelle un peu Pax Plante? 100%. Mais là, on est dans les années 70, on est 30 ans après, il n'y avait rien qui avait changé. Donc, les policiers ont décidé que les choses allaient changer, et ils sont allés voir Jean-Paul Charbonneau, c'est pas Jean-Pierre. Ah ouais? Ça se peut-tu? Ben, coudonc. Attends, on va le googler, là. Pas pour avoir son nom pas correct tout le long, là. Ah non, c'est Jean-Pierre. Pourquoi j'ai mis Jean-Paul dans mon texte? En tout cas... Tu trouvais que ça y allait bien? Ils sont allés voir on peut l'appeler JP, c'est correct. JP Charbonneau, mon boy, ouais. Qui était un jeune journaliste, pour vrai, je pense qu'il avait 21 ans à ce moment-là. Wow! Ils sont allés le voir, il était journaliste au Devoir, puis ils lui ont livré plein d'informations que lui n'a pas eu le droit de publier. L'éditeur du Devoir, Claude Ryan, lui a interdit. Fait qu'il a menacé de livrer ça quand même au public. Et à cause de ça... Un journaliste de film, là. Oui, et à cause de ça, Robert Bourassa a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête pour aller au-devant de ça, puis justement faire du damage control. Les 2 premières phases de la commission d'enquête, c'est assez tame. Fait qu'au début, on parlait surtout de jeux illégaux. Après ça, on a parlé pas mal de l'opération Vegas. Puis, par la suite, il y a eu un changement de garde après 1 an de questionnement sur le crime organisé. Puis il y a 3 nouveaux commissaires qui, eux autres, ont pris vraiment leur job au sérieux, qui sont entrés, dont le juge Dutil. Et le juge Dutil, il a décidé, lui, que c'était dans l'intérêt du public d'être au courant des travaux de la commission d'enquête et il a ordonné que, pour la première fois dans l'histoire des commissions d'enquête au Québec, ça allait être télévisé. Wow! Alors... le public a commencé à écouter les interrogatoires de la commission d'enquête sur le crime organisé. C'était à la TV, à tous les soirs, il y avait des récapitulatifs. Mon père m'a raconté que mon grand-père, apparemment, écoutait ça sans arrêt. C'était le téléroman à ne pas manquer. C'était le téléroman à ne pas manquer et le public adorait ça. Ils écoutaient ça puis ils disaient comme « Hey non, mais c'est tellement fascinant d'apprendre qu'il y a toutes ces affaires-là qui se passent sous notre nez parce que le crime organisé, c'est quelque chose, le monde interlope, c'est quelque chose qui est secret pour les gens qui n'en font pas partie. » Fait que ça a vraiment été une grosse révélation pour le public et
C'était dans l'intérêt du public, selon le juge Dutil, que le public entende cette phase de la commission d'enquête parce qu'il tournait autour d'une question qui est celle de l'exploitation illégale des consommateurs par la vente de viande avariée. Fait que c'est maintenant que je vais vous parler de viande avariée. Yeah! OK. Il y avait déjà eu au Québec plusieurs scandales sur la distribution de viande qui n'était pas propre à la consommation humaine dans les boucheries. Par exemple, en 1943, à Québec, il y a eu le premier scandale des viandes. C'est comme ça que c'était appelé. Il y a une enquête qui a été tenue par le Recordeur qui révélait que dans un étal de boucherie qui était tenu par un certain Bernard Weisberg, je pense que c'était plus un anglophone, mais je sais pas, il offrait à la population de la viande qui était impropre à la consommation. Weisberg était déjà dans la mire de la police parce qu'il avait été au centre d'un scandale qui était au niveau de la manière dont il fixait ses prix. Fait que, il vendait sa viande vraiment trop chère, d'une manière qui était comme pas super elle était même légale, pas bonne. et qui contrevenait à plusieurs réglementations sur la vente au détail, surtout en temps de guerre, parce qu'on était en 43. Ah. Et, ben là... Je vais vous lire une déclaration absolument dégueulasse qui a été faite dans les journaux à propos de ce qui se passait dans l'étal de boucherie de Bernard Weisberg. Alors, si vous voulez pas Arrêtez entendre de des manger. détails de viande, vous pouvez skipper 1 minute ou 2. OK. Un journaliste écrit « Une horrible description a été faite des marchandises trouvées dans la boucherie Weisberg. Au moins 2000 livres de viande bonne, tout au plus pour la nourriture des renards, une quantité égale vendue à la maison Canac-Marquis pour la convertir en colle, les coquerelles et les rats se promenant en toute liberté au milieu de ces victuailles, le moulin à viande qui paraissait avoir broyé de la pourriture, etc. » Gordon Ramsay pète une coche. Oui, c'était un méga scandale. Tout le monde a le cœur qui lève. Et dans les journaux, on vire ben antisémite parce que Bernard Weisberg est juif. Ouais. Même si on est en temps de guerre, apparemment, on n'a Je pas pense qu'il vraiment... cherchait pas tant une excuse. Non, c'est ça. Là, l'affaire, c'est que ça, c'est pas du tout lié au crime organisé. Pantoute. C'était juste un doute qui voulait faire plus de cash dans son étal de boucherie. Ça arrive. Mais, par la suite, les autres scandales qu'il y a eu sur la qualité de la viande qui était vendue dans les boucheries et les épiceries, c'était lié au crime organisé. En 1962, on a parlé d'un nouveau scandale de viande avariée dans les journaux qui se déroulait non seulement au Québec, mais aussi en Ontario. En Ontario, il y avait une enquête de la Gendarmerie royale du Canada qui avait découvert qu'il y avait beaucoup de viande qui était vendue dans les boucheries qui était impropre à la consommation. Fait que c'était des animaux qui avaient été malades, par exemple, qui étaient vendus, ou de la viande qui venait des cadavres d'animaux qui avaient été vendus, ou de la viande qui avait été mal étiquetée qui avait été vendue. Et là, il y a eu des enquêtes et il y a eu le procès de 14 personnes qui ont été arrêtées à la suite de ce scandale de vente illégale. À la même période, le journaliste Gilles Constantino, qui était employé dans un journal qui s'appelait Le Nouveau Journal, affirme en première page qu'il y a de 25 à 30 tonnes de viande avariée qui entrent sur le marché montréalais à chaque semaine. Fait que c'est pas juste en Ontario que ça se passe, c'est aussi ici. Là, en gendarmerie, vous devriez venir faire un petit tour. Puis lui avait parlé avec... Il me semble que c'était des éleveurs de bétail. Et il cite des éleveurs, un éleveur à qui il parle. Je vais citer maintenant l'article de Constantino. Et il décrit en termes passablement étonnants ce qui semble néanmoins correspondre à une certaine réalité concernant les conditions de vie des animaux dans les étals, pas des étals, mais dans les fermes. Ainsi, il affirme que le fermier rit dans sa barbe lorsqu'il se débarrasse d'animaux malades ou peu rentables. Il explique la façon de faire le ballonné en disant qu'on y mêle gras et viande rouge, ce qui est beaucoup dire, puisqu'il la décrit comme étant brune ou verte, la viande. Ces travaux sont d'ailleurs faits dans des endroits où il n'y a pas d'hygiène. Et il précise qu'on ajoute aussi de la préservaline, qui est une substance chimique qui permettrait, selon lui, de redonner de la couleur à la viande, d'en éliminer l'odeur, et au surplus qu'il s'agirait d'un produit toxique. Il parle de veaux entiers qui sont passés au hachoir. Il décrit par la suite le commerce allant du charognard jusqu'au grossiste, soulignant que le charognard est aussi propriétaire de l'abattoir en campagne habituellement. Les charognards étaient ceux qui vendaient de la viande d'animaux qui sont déjà morts et non pas abattus pour faire boucherie. Il traite aussi de la viande à trop bas prix et du racket des inspecteurs, parce que les inspecteurs étaient payés par, justement, les producteurs de bétail pour faire abstraction de ça dans leur rapport, t'as rien j'imagine. vu. Et il donne finalement des explications sur ce qui s'appelle la vache à clous,
un animal décédé à la suite de l'absorption de morceaux de métal qui va par la suite être découpé pour être servi aux consommateurs. Mais pourquoi la vache avait mangé du métal? Parce qu'il y en avait dans le foin ou autrement, quelque chose comme ça. Mais cette vache-là n'aurait pas dû être tournée en steak et vendue à du monde, mais elle Les l'était. qui nous écoutent sont de bonne humeur. Ah, vraiment beaucoup. Bon, fait que là, c'est fin de la station dégueulasse. Fait qu'à la suite de la connaissance de tout ce système qui est décrié dans les journaux... Ah oui, c'est parce que j'étais allée lire une commission d'enquête là-dessus. C'est là que ça venait, toutes ces citations-là. Tout est dans tout. C'était ça! Bon, voilà mon contexte que j'avais oublié. Fait que là, tout ce système, justement, qui est mis en place, est exposé à travers des articles de journaux, puis aussi par des enquêtes de la police. Donc, ça va du charognard jusqu'à, justement, les deals shady avec les inspecteurs, puis les bouchers qui vont distribuer, puis qui vont mal étiqueter de la viande. Ouais. OK. Et tout ça, ça a finalement un impact sur les lois. Et le 16 octobre 1963, il y a des règlements pour, comme, l'uniformisation des procédures d'hygiène là, et d'inspection qui est adoptée par le gouvernement. C'est un arrêt qui est peu élaboré et qui conseille justement des manières qu'on pourrait mieux baliser ce domaine-là, le domaine de la boucherie. Mais le problème, c'est que cet arrêté qui est adopté, là, ce règlement qui est adopté, n'est jamais appliqué et n'est pas enforcé non plus. Ah, yeah. Entre son adoption en 1963 puis les travaux de la SECO en 75. On est rendu en 75 quand il parle des scandales de viande avariée. Fait que c'était juste une suggestion. C'est parce que c'était juste une suggestion, mais aussi parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui travaillent pour le ministère de l'Agriculture à ce moment-là, à terme d'inspecteurs. En fait, ils sont juste 4, puis il y en a 2 qui sont à temps partiel. Fait que pour l'étendue de toutes les installations qu'il y aurait à visiter, c'est un peu too much. Mais bref, dans leur enquête, la commission d'enquête sur le crime organisé va aller parler avec des scientifiques qui travaillaient pour le ministère de l'Agriculture à ce moment-là, puis qui ont dit « Ouais, on a constaté qu'il y avait des gros problèmes et on a envoyé des mémos aux gens qui étaient responsables, mais il y a personne qui a jamais rien fait. » On leur a envoyé une strongly worded letter. Yeah! On leur a dit cessez. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ça, l'affaire, c'est que le gouvernement dit non, on n'était pas au courant. La SECO vient creuser, puis réalise que non, ils étaient au courant. Même 2 ans avant que le deuxième scandale de viande avariée sorte, là, avant 62, en 1960, il y a un docteur qui travaille au ministère de l'Agriculture qui écrit au ministre directement qu'il est impossible de protéger le consommateur vis-à-vis les commerçants de viande avariée. Lui avait déjà constaté qu'il y avait des gros problèmes et qu'il fallait absolument faire quelque chose parce qu'on ne pouvait pas empêcher que ces choses-là se déroulent sous notre nez. Et le gouvernement n'a rien fait. D'une part parce qu'il y avait une confusion quant à qui devrait prendre action. Est-ce que c'est le ministère qui devrait faire ça? Est-ce que c'est la police qui devrait porter des accusations? Est-ce qu'il y a d'autres instances qui devraient s'en mêler à la place? On savait pas trop. La situation est aussi décriée par les vétérinaires qui travaillent au ministère de l'Agriculture puis qui vont visiter les fermes où il y a du bétail. Il y a des inspecteurs qui se font aussi grincer la patte. Graisser la patte, pardon, pas grincer. Ouais. C'est le contraire de grincer. C'est ça, exactement. Ils se font graisser la patte par les gens qui travaillent dans ces abattoirs qui sont pas ben chill. Oh. Et que, il y a au-delà de 120 personnes qui s'occupent de récupération d'animaux morts ou qui ont des maladies incurables au Québec à ce moment-là, ainsi que 44 établissements qui font de l'équarrissage d'animaux. Fait qu'ils broient, puis bon, c'est ça. Donc, 4 personnes, dont 2 à temps partiel pour s'occuper de tout ça, c'est pas beaucoup. À travers cela s'organise un réseau, donc, de charognards, qui étaient aussi surnommés des charognards, qui étaient des gens qui vendaient des carcasses d'animaux et des animaux malades et qui s'approvisionnaient directement auprès des fermiers, parce que les fermiers, sinon, n'auraient pas fait la scène pantoute sur ces animaux-là. Fait qu'on voit l'incitatif qu'il y a du côté des fermiers de vendre ces carcasses-là. Et il y a aussi, à travers tout ça, tout un racket de mauvais labeling de viande, comme faire passer de la viande de cheval pour de la viande de bœuf, qui est une affaire qui est revenue vraiment très, très, très souvent dans l'histoire des scandales de viande, puis qui arrive encore souvent aujourd'hui. Mais il y en a des gens qui mangent de la viande de cheval. I know, j'ai déjà mangé de la viande de cheval, ça se mange. Ça se mange. Mais donc, l'affaire, c'est que toutes ces affaires-là, toutes ces compagnies-là qui gèrent, justement, la distribution de cette viande qui n'est pas bonne, il y en a beaucoup là-dedans qui appartiennent au crime organisé.
Par exemple, tout le gros racket de mislabeling de viande pour faire passer de la viande de cheval pour la viande de bœuf, c'est runné par un gars qui a une compagnie qui s'appelle Salaison B&M. Il s'appelle William O'Brant et c'est un des gros joueurs du crime organisé juif à Montréal à l'époque. Il travaille aussi souvent avec le clan Cotroni-Violi, qui était la mafia italienne de l'époque. Selon Jean-Pierre Charbonneau, j'écris encore Jean-Paul. JP, je m'excuse. Selon lui, la très grande majorité, sinon la totalité des épiciers bouchers du nord-ouest québécois ont vendu pendant des années, et cela jusqu'à tout récemment, étant en 1965, du bœuf haché, de la viande désossée et du bœuf en cube qui était en réalité de la viande de cheval, provenant pour une bonne partie d'animaux inutilisables des chantiers forestiers. Comme des animaux qui tiraient des... Oui. Des bûches? Oui. Des affaires comme ça? Oui, c'est ça. Des chevaux qui travaillaient sur des chantiers forestiers, puis qui mouraient, puis qui étaient... D'exhaustion. Ouais. La raison pour laquelle cette histoire de viande avariée, ça se retrouve devant la SECO, c'est que c'est très difficile de poursuivre en cours des membres du crime organisé. Habituellement, ils couvrent très bien leurs traces. Tout est caché derrière des compagnies, derrière des prête-noms, des choses comme ça, des shell companies. Ouais. Bon, fait que c'est vraiment très difficile d'épingler n'importe quel crime sur le crime organisé. Mais l'affaire, c'est que la police, à ce moment-là, ça fait très longtemps qu'ils sont en train d'approfondir cette question des animaux, de la viande impropre à la consommation humaine et de son distribution sur le territoire québécois. Fait que la SECO, pour pouvoir creuser la question du crime organisé, prend ce dossier-là, qui est bien étoffé, comme excuse pour demander à des membres du crime organisé de venir témoigner en cours. C'est ça qu'ils ont. Ils n'ont pas de preuves d'autres affaires. Mais par exemple, ils savent que la compagnie, par exemple, Salaison B&M de William O'Brant, vend de la viande qui n'est pas bonne à la consommation humaine. Lui, c'est un gars du crime organisé, on le sait, puis c'est lui le propriétaire de la compagnie. Fait que viens nous parler. C'est la raison pour laquelle ils sont capables d'amener beaucoup de membres de la mafia à témoigner devant la commission de crime organisé qui est diffusée à la télé là, pendant tout ce temps-là, on se rappelle. Wow! Fait qu'ils ont eu par la porte en arrière. Ils ont eu par la porte en arrière, comme le gouvernement américain a eu Al Capone par la porte en arrière. Oui! Parce qu'il ne payait pas ses taxes. Il payait pas ses impôts. Puis c'est l'agence du revenu américaine qui a finalement réussi à le faire envoyer en prison. Ou est-ce qu'il est mort parce qu'il avait la syphilis, me semble? Ouais, je pense. Il était en prison quand il est mort. Oui. Ouais. Donc, je vais Il n'a vous pas donner... vu le Fire Festival sur son nez. Non. Pauvre lui. Non. Ah, maudit. Je suis sûre qu'il nous Non, souriait. c'est pas sur son île, ça, c'était Pablo Escobar. Ah, c'est vrai. Non, Al Capone, le Je me suis le trompée mafioso de américain. gangster. Ouais, c'est pas le même... Je me c'est suis pas la trompée même de gangster. C'est pas le même gangster pantoute, c'est Al Capone, qui a été joué par Robert De Niro, là, dans tous les films, là. Dans toutes les films. Dans tous les films, surtout dans The Untouchables. Exactement. Avec, celui de Dances with Wolves, d'après lequel mon chum est nommé. Ah, Kevin Costner. Kevin Costner, voilà, Les Intouchables. Ok, mais donc... Désolé, on n'est pas bonne avec nos films de gangsters. Non, on n'est pas très bonne. Alors, outre la compagnie de Salaison B&M qui vendait de la viande de cheval, il y Qui avait vendait de la aussi chenoute. une autre compagnie de viande à pizza qui fournissait toutes les pizzerias de la province à l'époque et qui utilisait beaucoup de viande scrap pour faire son pepperoni. Et c'était une compagnie qui s'appelait Reggio Food, dont le propriétaire était Vic Cotroni, le parrain de la mafia montréalaise. Whoops. Fait que Vic Cotroni va être L'œuf. convoqué, l'œuf Cotroni, exactement, est convoqué devant la SECO. Et là, il dit devant la SECO que il peut pas témoigner parce qu'il feel pas. Je me sens pas bien. Il est vieux, pis il feel pas très bien. Pis il est vieux, pis il feel pas très bien. Je suis coulant. Et il refuse de témoigner devant la commission d'enquête. Alors, Rien la à commission dire. d'enquête fait la seule chose qu'ils sont capables de faire à ce moment-là, qui est de le trouver coupable d'outrage au tribunal et de le condamner à 1 an de prison. Ah, oui, tarde au tribunal. Il y a beaucoup de... C'est mon bruit d'outarde. Il y a beaucoup de mafiosos à ce moment-là qui vont être trouvés coupables d'outrage au tribunal et mis en prison pour 1 an. Ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est juste assez pour complètement déstabiliser le milieu interlope, on s'entend. Va réfléchir dans ton coin. OK. Les enquêteurs, pendant qu'ils parlent justement, de Reggio Food, les enquêteurs démontrent que pendant plusieurs années, la mafia montréalaise s'est impliquée dans le recyclage de pièces de viande
Et que tout ça, ça a culminé pendant l'Expo 67. Parce que Reggio Food, Il y avait des food trucks à l'Expo ainsi 67. que Salaison B&M, ils ont fourni tous les restaurateurs de l'Expo 67. Et le public apprend avec stupeur et un dégoût total que tu entends dans les réactions de la foule pendant qu'il y a le témoignage d'un certain Léo Savard, qui était lui-même un employé de ces compagnies. On apprend que Léo Savard, lui qui était un charognard, s'était fait donner comme instruction de commencer à accumuler la viande 2 ans avant l'expo. Fait qu'il a passé 2 ans à remplir ses couleurs d'animaux morts qui ont ensuite été transformés en saucisses à hot dog et vendus pendant l'expo. En même temps, Tu entends les gens pendant la commission d'enquête faire comme oh, pour vrai, c'est ouais. mais en même temps, c'est vraiment de la meilleure nourriture dans les saucisses à hot dog. Ben non. Non. Pas tant. Le monde n'était pas au courant de ça. Oh. Puis apparemment, c'est ça, l'Expo 67, là, à quel point que c'est un moment pivot dans l'histoire de la Je criminalité à sens qu'il y en a Montréal, eu des hot dogs, là. Et c'est vraiment incroyable, parce qu'on se rappelle aussi, ça, je vous en ai parlé il y a 2 épisodes. Petit rappel. Hein? L'Expo 67, c'est à partir de là que l'importation puis la distribution de drogue change à Montréal, puis qu'on commence à aller vers aussi les drogues synthétiques, parce qu'avant, on avait beaucoup des affaires comme l'opium, la cocaïne, l'héro. Mais là, à partir de ça, il y a l'acide. Le flower power! Puis il y a les amphétamines aussi qui rentrent. Puis tout ça, c'est l'Expo 67. À Montréal, ça devient, tu sais, le dealage de drogue pendant l'Expo 67 devient un marché vraiment, vraiment, vraiment important, puis comme un point de contrôle pour le monde interlope sur la ville de Montréal. C'est vraiment intéressant. Fait que bref, j'aime ça te dire que c'est intéressant. Au cas où Et tu l'arrivée savais des pas. perce-oreilles. Et l'arrivée des perce-oreilles. Et aussi la grosse dette complètement débile de l'Expo 67. Exactement. Voilà. Hi, it's Maddie from After Dark Myths, Misdeeds, and the Paranormal. On the most terrifying places in America, travel with ghost hunters, psychics, and historians as they uncover the chilling truth behind America's paranormal hotspots. From a haunted hotel in New England to a Texas warship where the dead still walk the decks. It's a podcast that's part cross-country road trip, part ghost tour. Listen to Most Terrifying Places in America wherever you get your podcasts. Bon, donc, Léo Arcan est donc le gars qui vient dire allô, moi, Oui, j'ai vendu de la chenoute. Moi, j'accumulais des cadavres dans mes couleurs pendant 2 ans avant. Faire des saucisses. Lui, son commerce, c'était un commerce de récupération d'animaux morts et incurables. Fait que c'est ça, il témoigne, c'est complètement dégueulasse. Après ça, il appelle Vic Cotroni, mais il appelle plein d'autres mondes aussi. Ce qui révèle l'identité des membres de la mafia au public, ce qui est comme du jamais vu. Parce que nous autres, on sait qu'il y a les Rizzuto à la tête de Montréal présentement. Parce que c'est des journaux. Dans le temps, c'était pas tant des journaux. C'était pas mal... C'était plus undercover. Oui, et c'était pas mal étrange d'en entendre parler et de voir, justement, d'avoir une commission d'enquête qui a le pouvoir de venir faire comparaître ces gens-là, et aussi une commission d'enquête qui est menée par un juge qui n'a pas froid aux yeux et qui n'a pas peur de faire comparaître ces gens devant lui. Puis ça donne lieu à beaucoup ça donne lieu à beaucoup de petits moments assez cocasses. Il y avait un gars à un moment donné qui s'appelait Frank Schiara qui passe devant la commission avec un interprète parce que lui il parle juste italien et il y a un des procureurs de la commission qui demande « Est-ce que vous savez ça veut dire quoi, mafia? » Et lui de répondre « Non, j'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. » Ah! Viens-tu d'une roche? Ouais! Elle est belle, votre roche, monsieur. Fait qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont trouvés coupables d'outrage au tribunal dans l'organisation de la mafia Cotroni-Violi et qui se ramassent en prison. Puis là, si on se rappelle, dans le premier épisode, je vous en ai parlé, c'est avec l'arrestation puis l'incarcération de Vic Cotroni, le chef de la mafia montréalaise, que la structure de la mafia va être ébranlée. Paolo Violi va prendre le relais, il va être assassiné par des membres du clan Rizzuto, puis les Rizzuto vont éventuellement prendre la place des Cotroni. Fait que tout ça, c'est à cause de la commission du crime organisé. C'est une grosse affaire qui était incroyable pour des raisons
sais, spécifique à l'époque, c'était télévisé, c'était du jamais vu, le monde a trouvé ça super sensationnel et tout, mais qu'il y a eu aussi des répercussions importantes dans le temps par la suite. En plus de s'attarder à l'implication de la mafia dans ces scandales de viande avariée, la commission d'enquête du crime organisé, en posant des questions sur le monde interlope, ont compris bien vite qu'il y avait une autre organisation à part la mafia qui avait vraiment le contrôle de Montréal. Comme quoi, la ville était splittée en deux. Il y avait la mafia italienne, puis il y avait le clan du bois. Puis le clan du bois, les gens, là, le public, n'étaient pas du tout au courant de leur existence. Et la commission d'enquête décide de s'acharner sur le clan du bois parce qu'ils veulent démystifier auprès du public cette organisation-là, qui est une organisation qui est très, très, très redoutée à l'interne, et aussi entraîner chez le corps policier une action mieux concertée, pour citer la commission d'enquête. Parce que bien sûr, je suis allée lire la commission d'enquête, vous me connaissez. La commission veut exposer les dessous du clan du bois, surtout son niveau de violence épouvantable, pour que le monde soit au courant de ce qu'ils font, parce qu'il y a toute une perception du crime organisé pour les gens qui sont pas dedans et qui sont pas vraiment au fait, comme quoi c'est très très glamour. Surtout pour les jeunes. Oui. Tu sais? Fait qu'ils voulaient vraiment parler d'à quel point que c'est cruel, puis c'est ruthless, puis y a pas de principe, là. OK? Fait que tu rentres pas là-dedans pour qu'il t'arrive des choses merveilleuses, parce qu'il va t'arriver des choses terribles, comme Donald Lavoie, comme les frères McSween. Oui. Donald Lavoie, je vais vous en parler dans mon prochain épisode. Cliffhanger! Cliffhanger! Mais justement, ça va finir sur ça, mais c'est pas... Je suis pas encore à ma fin, là. Calme-toi. Non, c'est correct. C'est pas la fin. M'en allant nulle part. Fait qu'ils exposent au public la commission d'enquête dans leur rapport, les raquettes de protection des Dubois, comment ça fonctionne. Ils exposent aussi au public que non seulement les Dubois ont tout le monde dans leur poche dans le quartier, tous les restaurateurs, les business, mais ils ont aussi une banque qui travaille pour eux. Pour vrai, il y a une banque qui leur paye de la protection et qui leur offre des services bancaires illégaux, comme des marges de crédit qui étaient bien au-delà de ce qui était permis habituellement dans les banques. Ben voyons donc. Tout ça par l'entremise de un des frères Dubois en particulier qui s'appelait Adrien, qui était surnommé le portefeuille. C'est lui qui était au cœur de toutes les affaires d'argent. Ouais. Il portait bien son nom. Pour vrai. Fait qu'il y a une banque à Saint-Henri qui est aussi la banque des Dubois. Ils ont des implications politiques. Fait que je vous ai parlé déjà de leur implication dans les faiseurs d'élections. Fait que tous les liens politiques puis l'ascendant politique qu'ils ont sur la ville est exposé au public. Et aussi, ils leur parlent de leur méthode. Parce que c'est vraiment insidieux comment ça fonctionnait le clan du bois. Puis l'exemple que la commission va donner, c'est assez intéressant. C'est l'exemple de la prise de l'hôtel Iroquois. Fait que l'hôtel Iroquois était un hôtel qui avait un nom terrible et qui était situé dans le Vieux-Port, ça donnait sur la plage Jean-Cartier. L'hôtel Iroquois, c'était auparavant un hôtel qui appartenait à la mafia, mais justement, dans tout le tremblement qui est lié à la séco et tout, je vous ai dit, c'est très instable, puis il y a de la place pour des bouleversements, puis les Dubois ont réussi, de manière vraiment sournoise, à prendre contrôle de cet établissement-là, sans qu'il y ait de répercussions, puis sans qu'il y ait de rétribution de la part de la mafia, ce qui est vraiment phénoménal. Comment ils ont fait ça? C'est qu'ils ont commencé par envoyer leur propre clientèle. Fait qu'il y avait du monde normaux qui était dans l'hôtel Iroquois, puis qui allait prendre un verre là-bas, mettons. Puis là, du jour au lendemain, la moitié des gens qui étaient dans l'hôtel, c'était du monde du clan du bois, qui bardassaient, qui buvaient beaucoup, qui menaçaient les gens. Fait que la clientèle de l'hôtel Iroquois a graduellement changé pour être comme beaucoup des criminels. Ils ont installé, à partir du moment où il y avait le contrôle sur la clientèle de l'hôtel, ils ont installé leur réseau de trafic de drogue, fait qu'ils ont mis leur propre dealer pour être à l'hôtel puis fonctionner là pour toujours. Puis après ça, ben il y avait un portier qui a accepté de travailler pour eux et qui était le bras droit du gérant et qui a réussi à convaincre le gérant de faire mettre à pied les employés clés de l'institution pour les remplacer par des membres de l'organisation du bois. Ce qui a ensuite incité les autres employés normaux, là, les petites filles aux études qui étaient des waitresses dans l'hôtel, là, à quitter leur job. Oh my god, c'est parasitique! Oui! Ils sont juste rentrés, puis ils ont juste sorti tout le monde. Puis ils ont sorti tout le monde. Ça, c'est comme une affaire étrange. Tu t'attends pas à ça, puis là, non. Surtout, c'est... Ils sont rentrés, puis ils ont sorti tout le monde. Puis la mafia est jamais venue les voir pour leur dire « Non, c'est à nous autres l'hôtel Iroquois, là. »
Ils ont juste accepté Ouais. le shift. Ouais. Juste fait comme, OK, fine. Puis, il y a aussi l'histoire de l'agence Calcé, parce que les Dubois, c'est surtout Claude Dubois qui faisait ça, qui était leur chef, puis qui était un des frères du milieu. Claude Dubois, lui, était beaucoup responsable de tout ce qui touchait la prostitution et le proxénétisme. Et il renaît une agence, qui était une agence de placement de travailleuses du sexe. Et son agence s'appelait l'agence Calcé. Puis là, à un moment donné, il y a... Calcé? Ouais, C-A-L-C-E. Je trouve pas ça sexy. Calcez vos goûts. Il y a des gars qui ont essayé de partir une agence rivale de placement de prostituées parce que ils étaient pas d'accord que les Dubois aient le monopole du proxénétisme à Montréal. Fait que, Moi, les je Dubois partirais pas en envoyé... chicane avec les Dubois. C'est ça qu'ils ont appris. Fait que les À la Dubois dure. ont envoyé leur fier à bras parce qu'il y avait des gens qui étaient dans l'organisation Dubois exclusivement pour tabasser du monde pour leur faire peur. Il y avait Ouais, c'est comme ça que fiers ça à bras. marche. C'est ça. Fait qu'ils ont envoyé là-bas. Il y a eu des coups de feu tirés qui visaient le propriétaire de l'autre agence rivale. Et après ça, il a reçu une invitation à venir rencontrer Claude Dubois à l'agence Calcé. Puis Claude Dubois, il a dit, tu peux continuer à runner ton agence de proxénétisme, mais tu me donnes une cote de 50%. Ce que l'autre gars a accepté. Ah, il aurait dominé au dragon, lui. Fait qu'il y avait... Non, mais tu sais, fait qu'il y avait parasitaire et il y avait hyper violent. C'était ça comme... C'était deux adjectifs vraiment intéressants pour, tu sais, expliquer l'histoire du clan Dubois. Il donnait aussi des permis de travail pour les travailleuses du sexe. Ah, ils ont des permis de travail. Non, OK. je pense pas. Eux autres, ils faisaient ça. Je pense pas que c'est une affaire qui est généralisée. Il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir nous le dire. Puis aussi, dans la séco, on a exposé au public que... ça a beau être des petits gars de Saint-Henri, les frères Dubois, là, c'est pas juste une affaire montréalaise. Adrien Dubois, le portefeuille, il était responsable d'un réseau de distribution et de revente de drogue dans le coin de Hull. Dans le Outaouais. Et enquêté par la GRC. Ouais. Ah! Fait que c'est pas juste ici. Il y a aussi une section du Carré Saint-Louis dont la distribution de drogue était runnée par un groupe de motards qui s'appelait les Devil's Disciples. Ah! Qui a été accaparé par Claude Dubois. My God! Fait qu'ils sont en train d'empiéter sur d'autres territoires puis sur d'autres groupes criminels. Mais ils réussissent, puis... Ils réussissent puis ça va super bien. Ah! C'est comme la Russie. Puis ils réussissent puis ça va super bien puis y a pas beaucoup de monde qui veulent parler à la police. Hmm. Sauf que il y a une personne qui était très 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 contente d'aller raconter ça à la police et même d'aller témoigner devant la commission d'enquête, puis c'est Pierre McSwain. Fait que J'ai besoin de vous parler. il va exposer tout ça, puis c'est des informations qui sont vraiment cruciales, parce que c'est des informations qui viennent de l'intérieur. Puis ce qu'il réussit à exposer, c'est que même si on a l'impression que comme l'organisation du bois, c'est vraiment tentaculaire, un peu comme toutes les organisations criminelles, tu sais, ça l'est pas tant que ça, parce que le clan du bois ont la particularité que c'est une fratrie, et qu'il y a seulement les frères qui font de l'argent là-dedans. Ce qui est weird, parce qu'habituellement, tu t'attendrais à ce que tout le monde s'en mette un peu dans les poches. On est un réseau criminel. Mais la vérité de ça, c'est que ce que la police et la commission d'enquête apprennent, à cause de Pierre McSwain, c'est que les Dubois se ramassent tout l'argent, et les hommes qui travaillent pour eux, parce que c'est pas mal tous des hommes, ils sont là parce qu'ils ont des gros problèmes de consommation. Puis aussi, ils sont là parce que ils ont l'impression, justement, que c'est prestigieux d'être dans la business, en tant que personnes qui n'ont pas d'autres prospects de travail. Fait qu'il donne en exemple Donald Lavoie. Donald Lavoie était le plus gros tueur à gages des Dubois, et la commission d'enquête demande à Pierre McSwain comment il était payé. Est-ce qu'il faisait partie de l'organisation? Il était sur le payroll? Et Pierre McSwain dit « Nous autres, dans notre clique, on marchait tous ensemble. Si on faisait quelque chose, ça rapportait au Dubois. Puis nous autres, on va dire comme Dubois, qui était un autre des fiers à bras, ou Donald Lavoie, qui travaillait pour eux. Comme ça, rien que pour les meurtres, ils étaient pas dans la clique. Et ils étaient pas payés tout le temps. Ils étaient pas comme sur le payroll. Ils sont payés 500, 1000 piastres une fois à la fois. Pendant que, les frères Dubois, c'est des millionnaires, là. Les tueurs qui travaillent pour eux, puis les fiers à bras, puis tout, ils ramassent des pinottes parce qu'ils font pas partie des frères. Les frères ont beaucoup d'argent. Il y a du monde qui sont sur le payroll pour eux autres, puis qui vont pas gagner beaucoup d'argent, puis il y a des gens qui sont même pas sur le payroll puis qui sont payés un petit peu à la fois, comme Donald Lavoie. Puis ça semble être, cette question-là de l'argent, un point de friction
dans l'organisation du bois. Puis c'est ça que la police va finir par venir exploiter pour trouver des gens qui sont prêts à parler des Dubois. Par exemple, ils ont fini par les mettre sous écoute. En fait, c'est ça qu'on apprend dans la commission d'enquête sur les crimes organisés. Ça fait longtemps que les Dubois sont sous écoute, comme ça faisait longtemps que la mafia était sous écoute. Et là, dans un des appels qu'ils ont enregistrés, on a Donald Lavoie qui chiale à Claude Dubois qu'il a pas assez d'argent. Puis Claude Dubois qui dit « C'est pas mon problème si t'as pas assez d'argent. Tu travailles pour moi, je te paye à la job que tu fais. Fait que travaille pour moi puis je vais te payer. J'ai pas à te payer mieux. J'ai pas à te payer plus. » Moi, j'irais pas dire ça à un gars qui a tué genre 40 personnes pour mon compte, là, mais en tout cas, ça... Ouais, je suis comme... Je sais pas, on dirait que ça me pas la personne avec qui je veux me pogner. Non, c'est ça. Mais c'était comme ça pour tout le monde. C'est comme... Ils étaient pas généreux au point de vue de l'argent, les Dubois. Puis, pour ça, il était pas question de penser à une manière de passer le pouvoir puis de pérenniser leur affaire. C'était les frères Dubois, puis ça allait rester la famille Dubois. Il pouvait pas y avoir de, comme justement, de hostile takeover comme la mafia. On va pas changer de clan de mafia parce que, c'est pas comme t'as un parrain pis ils ont des capitaines. Tu sais, comme ça fonctionne la mafia, là? Ouais, C'est ça. T'as le parrain, t'as les capis pis c'est ça. Les autres, ils vont se partager le pouvoir, mais tu sais, si tu fais pas une bonne job comme mon lieutenant, là, je vais te remplacer pis ça va être tel autre gars à la place. Là, il est pas question de ça. C'est les 9 frères Dubois pis c'est juste eux autres. Puis tu peux pas rentrer. Puis tu vas te faire payer ce qu'on te paye, puis on va te donner de la drogue si on n'a pas le goût de te payer, tu sais. Voilà. Puis il y avait un autre exemple, justement, de à quel point ils étaient cheap, les Dubois. C'était un homme de main de Dubois qui faisait dans le prêt usuraire, dans la Charlotte, et dans la protection, qui, en 1975, a été obligé de faire intervenir Dubois pour obtenir du financement pour des réparations sur son auto qui se chiffraient à 1500$. OK. Fait qu'il était un homme de main des Dubois, mais il avait pas 1500$ pour réparer son char, alors que les Dubois étaient tous des millionnaires. Ouais. Je me rappelle, le film sur Donald Lavoie, on va pas dire que ça va faire la plus crédible, mais il était très pauvre, là. C'était un petit appartement de... Il vivait pas la grosse vie, là. C'est ça une affaire intéressante que la police découvre en parlant à du monde comme Pierre McSween. C'est que les Dubois, ça a l'air... Sont cheap. Oui, ils sont cheap. Les Dubois, ça a l'air d'une grosse affaire que personne n'est capable de rentrer dedans, personne ne sera capable de les pincer. Mais l'affaire, c'est que il y a des points faibles. Puis qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour eux, que c'est juste parce qu'ils ont des problèmes de drogue, ou parce qu'ils n'ont pas d'autres prospects, ou parce qu'ils ont peur. Tu peux grappiller des gens là-dedans. Puis tu peux monter des dossiers. Puis il y a du monde qui vont accepter de parler, justement. Si tu leur offres la bonne affaire. Finalement, la commission va révéler au public, la commission d'enquête sur le crime organisé, on est toujours là-dedans, je vous le rappelle, va révéler au public l'ampleur des opérations policières qui visent les Dubois, et c'est là que le public va apprendre, et les Dubois aussi, qu'ils sont sous écoute depuis longtemps. Il y a aussi un directeur adjoint de la police de la communauté urbaine de Montréal, le SPECUM, là? Oui, le SPECUM. La fondation du SPECUM est au cœur de la création de la commission d'enquête du crime organisé. Wow! Avec tous les scandales de corruption. Tout est dans tout! Dont je vais vous parler la prochaine fois parce que c'était trop intéressant. Cliffhanger! Donc, Claude Desautels, le directeur adjoint, il va devant la commission et il annonce qu'il y a un task force spécial qui a été créé pour enquêter sur l'organisation du bois et que le groupe est à l'œuvre déjà, et parallèlement à celui-ci, la lutte contre le clan Dubois à la lumière de ce qui a été révélé dans la commission est devenue une priorité pour tout le service de police. Dans le sud-ouest de la ville, les policiers, par exemple, et les citoyens rapportent que les activités du groupe Dubois sont en déclin. Fait que la police est en train de crack down, les Dubois se sont fait exposer au public, puis rendu en date de 1976, fait qu'un an après que tout ça est en train de se passer dans la SECO, on n'entend plus parler des Dubois, puis on les voit plus. De l'avis de plusieurs, le dévoilement de leur bassesse criminelle par l'entremise de la commission publique leur aurait fait perdre la face auprès de la population et leur aurait enlevé ce prestige qu'ils avaient aux yeux d'une partie de la jeunesse locale, qui n'a donc plus voulu travailler pour eux. Ils payent pas bien. Il y a aussi une intensification de la présence policière dans le quartier de Saint-Henri, ce qui considère à l'affaiblissement du clan Dubois. Et finalement, puisque la plupart des gens dans l'organisation Dubois sont des petits criminels qui sont sous-payés, la police réussit à effriter la fondation même de l'organisation. Et le 30 septembre 1976, au terme d'une commission d'enquête qui aura duré 4 ans, les frères Dubois sont pour la plupart détenus en attente de procès. Par exemple,
Claude, le chef, il est détenu et il va passer devant les tribunaux pour une accusation de parjure suite à son témoignage devant la commission d'enquête. C'est la même chose pour Adrien le portefeuille et c'est la même chose pour Jean-Paul et Jean-Guy. En fait, Jean-Guy est aussi détenu en attente d'un procès sur une accusation de meurtre. Roland, lui, il est devant les tribunaux suite à une accusation de voie de fait, ainsi que Normand aussi. Et rien ne va plus pour les Dubois. Et le dernier clou dans le cercueil va être posé par Donald Lavoie, leur tueur à gages préféré. Et c'est ce que je vais vous raconter la prochaine fois dans le crépuscule du tueur. Crépuscule du tueur! Oui. Avec Éric Bruno. Avec Éric Bruno. Et c'est ce qui termine mon épisode sur la commission d'enquête sur le crime organisé. C'est full intéressant. Voilà. T'as-tu tout compris? Des fois, t'as une phase de confusion. Faut que tu poses des questions. Non, c'est ma face de « je t'écoute ». Ah, OK! Vas-y, je t'écoute. Non, j'ai tout ASMR. compris. Sinon, je vais perdre le film, puis je reviendrai jamais. Non, tu reviendras plus. Tu vas être rendu dans une autre ville. Puis je vais être comme « oh non, oui, Catherine ». Oh. Je vais être débarqué du train qui s'en va quelque part. Ouais. Puis là, José Lito Michaud, il va parler dans le vide. Oh! C'est donc bien merveilleux. Non, je te suivais. C'est Nice, tant mieux. c'est juste que je suis le genre de personne que quand je suis comme vraiment intéressée, je zoome. Genre, je viens vraiment zoom in. Ouais. Puis je fais juste suivre. Tant mieux si ça t'a intéressé. Oui, je tombe dans mon Fait que- tunnel vision. Ouais, ça faisait longtemps qu'on m'avait recommandé la commission d'enquête sur le crime organisé. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Aussi très frustrant parce que dans le rapport publié sur, à la suite des travaux de l'enquête, tout ce qui était sur l'organisation du trafic de fausses viandes puis de dégueulasseries, là, Ouais. tout ça, ça avait été redacté du rapport parce que ça faisait l'objet de poursuites criminelles. Wow. Fait que là, j'ai lu ça, puis j'ai lu toutes les sections sur l'ingérence gouvernementale et municipale, etc. Puis là, après ça, j'étais comme, ouais, mais le crime organisé, et je n'ai pas pu avoir les détails parce que tout était redacted, et j'ai super gros pogné les nerfs. Mais j'ai fini par apprendre des affaires à propos de Regio Food, puis de Salaison B&M qui vendait de la viande de schneid pour faire du pepperoni à mettre à pizza, là. Ugh. Puis là, j'étais comme, ok, c'est correct, j'ai pas le goût d'avoir plus de détails que ça. On va arrêter ça là. Fait que là, j'étais allée lire la section sur l'organisation du clan du bois, puis c'était vraiment déprimant. Au moins, c'était pas dégueulasse. Non, c'était pas dégueulasse, mais c'était inquiétant. Mais Voilà. ça a dû être tout un choc quand même, les gens qui apprennent que c'est comme une famille à Montréal qui run tout. Mhm. Puis j'aime ça parce que je trouve que c'est total à toi. Ouais, vraiment. Pas juste entre nous deux, mais comme avec tous les podcasts. Ouais, il y a comme pas ben de monde qui font la commission d'enquête sur le crime organisé. Il y a Quel juste- est le crime? Quel est le crime? Mais toi, tu le cherches. Moi, je le cherche, puis c'est ça, j'ai trouvé ça bien le fun quand j'ai dit à mon père, oui, je vais faire un épisode sur la SECO, puis il était comme, oh, avec le juge d'utile! Puis j'étais genre, oui, le juge d'utile, guess what? C'était pas lui le premier juge. Les premiers juges qui ont fait les affaires sur l'opération Vegas puis la loterie, il était pas mal mou. Et, ben, la police et le gouvernement trouvaient que ça bougeait pas assez, cette affaire-là. Fait Fait que, qu'ils ont- ils ont mis le juge d'utile à la place, puis c'est lui qui a parlé du scandale de viande avariée, puis il a construit tout... si ça vous intéresse, sérieux, si vous aimez ça, lire des commissions d'enquête, son rapport sur l'organisation de la mafia Cotroni-Violi, c'est super intéressant aussi. Puis il parle des liens avec la mafia, travaillé avec William O'Brant, le gars qui renait l'affaire de Salaison de viande de cheval. C'est vraiment super intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Il fait des portraits de... C'est vraiment le fun, là. C'est le fun à lire. Il fait des portraits de tous les gens, tu sais. J'ai lu genre des mini-biographies de tous les 9 frères du bois, là. Tu sais, en tout cas, ils ont fait un super bon travail, les juges. Ils avaient pas peur, pantoute. Puis ils auraient dû avoir peur, parce que ça fait peur. Ben, avec ce qui est arrivé avec l'avocat, Oui, avec Sidney Laitman, ouais, Ouais, je sais. Mais c'est, si vous vous dites justement, oui, mais Catherine, il n'y a pas eu un attentat contre Jean-Pierre Charbonneau pendant la SECO? Oui, mais vous en parler pendant mon autre épisode consacré à la SECO. Parce qu'effectivement, cette commission d'enquête est aussi connue parce que, ben, il y a quelqu'un qui est rentré dans les bureaux du Devoir pour tuer Jean-Pierre Charbonneau, qui écrivait sur le crime organisé. c'est ça. C'est juste que Catherine, elle donne pas tout d'un coup. Ben, je donne pas tout d'un coup parce que j'ai découvert 150 000 autres scandales de corruption policière, puis j'étais comme, hey, là, ça c'est matal. Yes. Ça, je veux creuser là-dedans. T'as retourné Puis la ça roche, puis il y avait plein de mériterait bébites. un autre épisode. Hey, je vous Voilà. dis, vous allez être gâtés, la gang. Je sais, hein. Fait que décrochez pas, ça s'en vient. Né? Plein de corruption et de commissions d'enquête. Ça s'en vient. Dans votre café, faites de la place. Oui. Dans votre tasse. Puis là, avant que vous me le demandiez, je vais pas faire la commission Charbonneau. Ça a été dit. Parce que j'ai pas le goût de mourir.
sur le yacht de Tony Accurso. Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Un peu de crime dans ton café où on parlait de corruption policière. Pas corruption policière, de gangstérisme. On espère que vous avez aimé ça. Du gangstérisme et de raquettes de vieilles viandes dégueulasses. Ouais, on espère qu'on n'a pas trop scrappé votre souper. Non, mais si vous saviez déjà qu'il y avait plein de dégueulasseries dans le ballonné, ben là, il y en avait encore plus dans le temps, imaginez-vous donc. Ah, le ballonné est comme clean comparé à avant. Honnêtement, j'aime ça le ballonné, puis ça m'a pas découragé de manger du ballonné, de lire toutes ces dégueulasseries-là. T'es faite fort. Mais pour moi, le ballonné, c'est comme l'ultime exemple du zéro déchet. Tu vas broyer Oui. toutes les bouts de viande que personne ne voudrait acheter sinon, T'es mets dans ton grilled cheese. puis ça va faire exactement, ça fait des excellents steaks de ballonné. Alors, on espère que vous avez aimé ces histoires, que ça n'a pas trop scrappé votre souper. Si vous aimeriez plus de nous, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook @un peu de crime, sur Instagram @un peu de crime dans ton café. Vous pouvez nous envoyer des courriels aussi si jamais vous aimeriez nous recommander des cafés, des histoires que vous aimeriez que l'on couvre. Alors c'est unpeudecrime@gmail.com. Et si vous aimeriez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon, qui vous donne différents avantages pour différents montants. Mais une chose est sûre, vous allez avoir des maudits beaux cheveux. Alors, malheureusement, on n'a pas de shout-out à faire aujourd'hui, puisqu'on les a toutes faites et personne s'est abonné pendant qu'on prenait une petite pause pour aller aux toilettes et remplir nos bouteilles d'eau. C'est correct, on vous pardonne. Et sinon, sachez que quand vous vous abonnez, vous avez droit à un shout-out en ondes. Et vous avez aussi droit de venir sur notre Discord, devenir ami avec les personnes les plus sweet du Québec et quelques personnes de la France aussi, et de la Suisse. Si vous en avez assez et que vous êtes comme « Wesh, je dois aller me laver les oreilles », c'est correct, on vous dit à dans 2 semaines pour plus de crimes et plus de café. Et pour les gens qui disent « Non, j'en veux encore, j'ai besoin de décanter », restez avec nous pour une histoire de... Stat! Stats. Fait que là, Docteur Audrey, Oui, docteur Catherine, attendez, je sors de mon hook-up dans le placard à balai. l'hôpital est en feu. Non, c'est une joke, l'hôpital a plus d'électricité. Oh Aujourd'hui, non! je vais vous parler de la panne d'électricité à l'hôpital Saint-Vincent. Oh non! Mais là, me direz-vous, ça se peut pas une panne d'électricité dans un hôpital, ils ont des génératrices. Ben là, c'est toute la faute à leur nouveau directeur des services professionnels, Emmanuel Bilodeau. L'hostie. Parce qu'il a fait venir des nouvelles machines qui ont fini par surcharger le réseau électrique et Pas d'allure. empêcher que les génératrices partent. Fait qu'à un moment donné, Ça pendant va la pas bien. tempête de neige, il y a une panne électrique. Dans l'hôpital, à l'urgence, à ce moment-là, il y a un gars qui est un monteur de ligne d'Hydro-Québec, OK. qui est à l'hôpital parce qu'il a touché un fil qui était à nu, puis s'est fait électrocuter Oups. de sa Faut pas main faire ça. jusqu'à... Ça a passé à travers tout son corps et est sorti par son talon. Faut pas faire ça, monsieur. Faut pas faire ça, c'est fucking dangereux. Fait que là, il parle avec Jacob Faubert. Là, Jacob Faubert, il dit « Prends ton gaz égal, là. T'as eu genre Prends ton 250 électricité volts égale. à travers toi. Prends ton électricité égale, monsieur l'électricien. » Il y a une panne d'électricité. Puis le monsieur électricien, il se dit « Mais là, comment c'est que les génératrices partent pas? » C'est une job pour moi, bicycle repairman. C'est peut-être parce qu'il s'est passé telle affaire. Je me rappelle pas c'est quoi, parce que je suis pas électricienne. Fait que là, il dit à Jacob, « Hey, c'est peut-être parce qu'il s'est passé telle affaire. Est-ce que je peux aller le dire aux gens qui sont en train d'essayer de faire fonctionner les génératrices? » Puis Jacob Faubert lui dit, « Non, je t'ai dit de rester dans ton lit, tu te reposes. » Fait que, finalement, le gars, a-t-il écouté le conseil de Jacob Faubert? Non. Non, parce que ça fait pas de la bonne TV. Fait que dans sa petite jaquette d'hôpital, nu-pied avec son trou en dessous de son pied à cause de l'électricité qui est sortie par là, il marche jusqu'à ce qu'il trouve la place où il y a les génératrices. Puis là, il dit aux électriciens qui sont en train de travailler, « Hey, c'est un problème de telle affaire? » Puis là, ils sont comme, « Ah, on le sait pas. » Ah, ça fonctionne! Fait que Noël là, est sauvé! il s'en retourne, le petit gars, le gars d'Hydro-Québec, il s'en retourne. Puis là, tout à coup, au Je suis milieu un d'un héros. couloir, direct à côté de l'urgence, fait une crise de cœur. Parce Oh, que, tu sais, je veux dire, Jacob Faubert, il avait dit. Mais là, pendant la panne d'électricité, Oui. il s'est passé plein d'affaires. Puis une affaire terrible qui s'est passée est arrivée à Sophia, la petite infirmière Oh fugueuse. non, fugueuse. Sophia Fugueuse Oui. est une jeune infirmière prometteuse, avec Oui. des pantalons de scrubs qui rentrent dans sa craque de foufoune. Parce que ça fait bien C'est pas de sa sexy. faute. C'est pas de sa faute, c'est ses fesses. Et Emmanuel Bilodeau, le nouveau directeur des services professionnels de l'hôpital, la trouve pas mal cute.
Même s'il a legit 40 ans de plus qu'elle, je dirais. Je sais pas quel âge il a Emmanuel Bilodeau, mais sérieux. Et il l'approche pour lui dire qu'il y a une place qui s'est ouverte sur le CA, puis ce serait vraiment le fun s'il y avait une infirmière sur le CA pour avoir, tu sais, le point de vue des employés de l'hôpital. Et elle est comme, ah oui, et moi, je serais une bonne candidate pour ça. Puis lui dit, bien sûr, vous seriez la meilleure candidate pour ça. Vous viendrez m'en parler dans mon bureau. Fait que Sophia la fugueuse est dans le bureau d'Emmanuel Bilodeau quand à coup, il y a la panne d'électricité. Et là, il s'approche d'elle. Et il veut continuer la conversation d'une autre manière. Alors, il étire la main et lui pogne l'épaule. Et elle lui donne un coup de genou dans un gosse, maudit agresseur. Ensuite, elle se sauve. Et là, elle est complètement en choc, car elle s'est fait agresser. Et elle s'en va voir Audrey, qui est sa collègue infirmière. Ouais. Et elle lui raconte qu'elle s'est fait agresser. Et là, Audrey dit, mon Dieu, mais Emmanuel Bilodeau, tout le monde l'aïe dans l'hôpital, c'est un asti, il faut le dire à tout le monde qu'il s'est agressé. C'est un asti, ça n'a mangeur, ça n'a pas de bon sens. Et là, elle va voir, finalement, elle finit par aller voir tout le monde, y compris le relationniste de presse de l'hôpital, qui l'aide à écrire une plainte qu'elle va déposer aux ressources humaines, parce que Emmanuel Bilodeau l'a agressé. Puis là, je veux pas pantoute minimiser rien, là, mais me semble que ça aurait été bien plus poignant s'il y avait pogné une boule. Ouais, parce que l'épaule, on comprend tout dans le undertone, c'est des sous-entendus et tout. Oui. C'est clair que c'est parce qu'il allait essayer de la frencher. Mais quand il a mis sa main sur son épaule, je ne qualifierais pas ça d'une agression sexuelle, puis j'ai comme l'impression que ça donne une mauvaise image au public. C'est quoi, une agression sexuelle? On est collègues, touche-moi pas, c'est une affaire. Absolument. C'est tout absolument super valide. Mais toucher l'épaule à quelqu'un, je suis pas sûre que c'est une agression sexuelle. Mais tu sais, tu peux dire comme, ok, je me suis sentie mal à l'aise dans ce contexte, puis comme aller en parler à un représentant de comme, j'ai l'impression que comme cette personne dépasse certaines limites. Absolument. C'est pas parce que c'est pas une agression. C'est juste parce que eux autres insistent tellement souvent, et tous les autres employés insistent tellement souvent sur « Oh my God, Emmanuel Bilodeau, c'est un violeur! » Non, il a touché son épaule. Il est creepy! Puis il aurait pas dû faire ça. Mais je pense pas qu'on peut mettre ça dans le même panier que... une actual agression. Marc Bissonnette. Tu sais, le plotline aurait fonctionné pareil s'il avait touché l'épaule de Sophia, qu'elle avait fait comme un move mal à l'aise, fait comme « je vais retourner on m'appelle, je dois retourner à mon poste », puis que là, elle était partie, puis qu'elle était allée parler à Audrey pour lui témoigner de l'inconfort qu'elle a vécu, puis après, Audrey, elle aurait pu faire comme « oui, j'ai entendu comme d'autres personnes parler, est-ce que tu serais confortable pour qu'on aille auprès du syndicat, whatever », tu sais, comme ça aurait fonctionné pareil. Oui. C'est comme pas nécessaire de monter ça au niveau d'une agression. Ben, c'était nécessaire for plot reasons, comme qu'ils disent. Pour que l'histoire arrive, parce qu'elle lui donne un coup de genou d'un chenol, et par la suite, elle va faire une plainte contre lui, il va être suspendu, et elle aussi va être suspendue quand lui va aller voir la police pour dire qu'il y a une contusion testiculaire parce qu'elle lui a donné un coup de genou d'un chenol. Puis lui dit, elle dit, je lui ai donné un coup de genou d'un chenol parce qu'il essayait de m'agresser. Puis lui, il dit non, je lui ai touché l'épaule. Il dit même pas non, je l'ai touché l'épaule. Il y a personne qui mentionne ça. C'est juste moi qui a vu qu'il touchait l'épaule. Je sais pas s'il était comme, on peut pas montrer une full-on agression sexuelle, quoi qu'il y avait déjà eu une scène d'agression sexuelle dans l'émission, dans la même saison en plus. Je sais pas s'il était comme, non, c'est trop graphique qu'il pogne sa boule, mais j'ai trouvé que c'était étrange comme manière de parler de ça. On s'entend que Stat remplace District 31, puis dans District 31, des scènes de violence aux femmes, il y en a eu en masse, là. Ben, on a vu une femme se faire puncher dans la face sans cote, là. Ben, c'est comme, moi, ça me faisait penser à, justement, dans District 31, qu'à toutes les 2 minutes, il y avait un plotline d'une femme qui faisait une fausse allégation d'agression sexuelle contre un homme, puis ça donne une mauvaise impression de c'est quoi les procédures judiciaires pour ça, et c'est quoi la véritable prépondérance de ces cas-là dans le système de justice. Ben, c'était la même chose. Là, j'ai l'impression que d'avoir mis ça en scène, ça va faire qu'il va y avoir tellement de monde qui vont dire « Non, mais c'est pas une agression », et qui vont avoir raison, plutôt que de mettre ça dans un geste qui est vraiment pas correct. Là, ces gens-là auraient pu avoir la discussion de « Ouais, mais pogner une boule à quelqu'un, c'est pas si grave que ça », et on aurait pu avoir la discussion de « Oui, c'est grave ». Oui. Mais là, l'affaire « Pogner l'épaule à quelqu'un, c'est pas si grave que ça », effectivement, vous avez un point, là. Non, je trouve que c'est malhabile comme manière d'approcher ça. Mais tu sais, j'avais tellement des high hopes quand ils ont annoncé que c'était une femme qui allait écrire la nouvelle quotidienne de Radio-Canada. Ouais. Mais non, malheureusement, c'est produit par Fabienne Larouche.
C'est ça, ça m'a rendu mal à l'aise. C'est, tu sais, au moins tous les personnages sont super solidaires de Sophia, puis moi, c'est vraiment l'impression des spectateurs et des spectatrices qui m'inquiètent. Parce que me semble qu'il va y avoir des mononcles pis des matantes qui vont regarder ça, puis qui vont se dire « Non, mais c'est pas une agression, regardez les femmes capotent pour rien, de blablabli, de blablabla. » Puis c'est bien plate parce que c'est vrai. Oui. C'est beau qu'il y a eu toute cette solidarité pour le personnage, mais il n'y a pas eu d'agression sexuelle. C'est pas le bon terme qui est utilisé, pantoute. Non. Il aurait dû y aller avec comme... Au pire, du harcèlement sexuel. Oui, harcèlement sexuel ou climat d'inconfort. Oui. Mais non, effectivement, c'est que... Je trouve ça vraiment malaisant. Je trouve que là, ça donne des points au monde qui disent que les femmes, ils capotent pour rien. Oui, c'est ça. On peut plus ouvrir la porte, on peut plus creuser, on peut plus sourire aux fans. Ouais, les gens parlent comme ça, puis ils sont tapons, puis je trouve que c'est plate parce qu'on aurait pu avoir une vraie discussion en tant que société. Mais comme, est-ce que j'ai des trop hautes attentes envers une petite quotidienne à Radio-Canada? Peut-être. Ouais, mais honnêtement, quand ils ont annoncé que c'est une femme qui appartient à la communauté LGBTQIA+, qu'elle allait écrire, ben j'avais des attentes. Puis je pense que j'étais en droit de les avoir, ces attentes-là. Ouais, mais les personnages féminins sont tellement... Sérieusement, c'est du Luc Dion, encore une fois. Ouais, parce que les c'est personnages produit par féminins de Fabienne. cette émission sont vraiment pas écœurants, là. Non. C'est exactement dans les mêmes dynamiques qu'il y avait dans Luc Dion, où est-ce que les personnages, les femmes, étaient tellement fortes, tellement hautes et pleines de volonté, jusqu'à ce qu'elles tombent en amour avec un gars. Puis là, elles devenaient super jalouses, super possessives, super vulnérables, pleurent tout le temps, complètement, tu sais, pètent des coches à tout bout de champ, tu comprends pas trop pourquoi, plus du tout en confiance, plus du tout en pleine possession de leurs moyens. C'est la même affaire qui se passe dans Stade. Puis ça, j'étais comme, hey, c'est donc bien plate de passer à côté. Me semble que, comme, l'autobus était là. Ouais. Puis toi, t'as couru pis t'as rentré dans un mur à la place. Qu'est-ce que tu faisais? On aurait tellement pu. C'est tellement important de parler d'harcèlement sexuel et d'agression sexuelle au travail. Oui. Mais yo, toucher l'épaule à quelqu'un, ça rend le monde mal à l'aise, mais ce n'est pas une agression sexuelle. Ça peut être une agression physique, mais pas sexuelle, à moins que ton épaule, c'est ton kink. Ce qui est correct. Pas de kink shaming ici. Mais ce qui est correct, mais je sais pas. Mais non. Fait que oui, c'est une agression, mais c'est pas sexuel. Je pense qu'ils l'ont mal. Non, puis c'est ça, là. Ce moment-là. C'est qu'on n'est pas... On s'éloigne toujours pas de District 31 que comme un plotline sur 2, c'était une femme qui faisait une fausse accusation parce qu'elle était fâchée après un monsieur. Mais il y en avait tellement, c'est... En tout cas, Il y en avait tellement, puis ça c'est correspond épouvantable. pas aux statistiques. Ça correspond pas aux statistiques de la réalité. Non, du tout. Comme c'est absolument pas ça, puis ça donne vraiment l'image que la majorité des accusations sont fausses. Ouais. Puis, ben, je m'excuse, les produits culturels qu'on consomme vont beaucoup jouer sur nos perceptions de la réalité. Mm-hmm. Fait qu'il y a quand même une certaine responsabilité en Oui. tant que créateur de, comme, donner une vision de la réalité qui est, comme, oui, tu peux, comme, l'adapter à ta fiction, mais, tu sais, je trouve que District 31 a fait un gros disservice à la société. Ah oui. Puis ça aussi, Écoute, comme... on a un beef ça avec aide pas. Luc Dion, là, ça Oui. a plus d'allure dans ta affaire. Mais comme, avec raison! Oui. Sérieusement, on décortique trop ça, mais c'est vrai que c'est important. Oui, parce que, comme, veux pas, ces séries-là s'adressent à un public qui a déjà une certaine perception de la réalité qui est pas la nôtre. Ben oui. Parce que toi puis moi, on le sait que c'est très rare les fausses accusations parce Ouais. qu'il y a absolument rien à gagner à faire ça. Ouais. Puis que, comme, accuser quelqu'un d'agression sexuelle, c'est vraiment une épreuve mentale Oui. à vivre. Personne va volontairement se mettre le bras dans le tordeur comme ça. C'est pas vrai que ça donne de l'attention, ça te fait pas avancer ta carrière, ça te donne pas de l'argent. Non. Puis, je veux dire, regardez, là, pas mal tout le monde qui s'est fait accuser d'agression, ben, travaille encore. Mm-hmm. Comme... Puis Harvey Weinstein, il est même pas mort. Je pensais qu'il était mort, c'était comme un faux souvenir. Je pense que c'est le Mandela Effect. Là, j'étais sûre Non, que j'avais il est lu pas des mort. journaux qui étaient morts. Tu sais, c'est comme Brigitte Bardot, là, il y a quelques semaines, qui était comme « Ah, pauvre Gérard Depardieu, il travaillera plus. Ah, pff. » Ça reste à voir. Ça reste très, très, très à voir, puisque je me rappelle que les gens étaient encore, et même des femmes, là, disaient comme « Ah, Gérard, c'est Gérard! » Hey, voyez.
Sérieusement, beau yeah. Vraiment beaucoup. Puis sur cette même note, Kevin Spacey puis Louis C.K. sont en train de revenir, fait que c'est ça. Puis là, on assiste aussi au beau témoignage pour Gilbert Rozon, là, qu'il était donc swell, il était donc beau, il était donc fin. Il y a 3 amis qui sont venus témoigner pour lui. Hey, c'est un fabricant de bonheur. Il y a un petit ami qui a dit ça, c'est un fabricant de bonheur. Mais comme, c'est parce qu'il y a rien qui empêche. Ces deux affaires-là peuvent exister en même temps. Oui. Tu peux avoir une job qui rend les gens heureux, puis être monstrueux avec du monde on the side. Quand que les gens regardent pas. Oui. Il y a rien de ces deux affaires-là qui sont pas cohérentes, là. Exactement. C'est comme, ouais, il était bien swell avec toi, mais comme, prends-le pas mal. Pierre Mark Johnson, t'es pas une femme. Oh, vous êtes dans le même club. Fait que voilà, il y a une responsabilité dans la création. Ouais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, je comprends, je suis très contente au moins qu'il soit pas allé, dans le cas de Stat, vers tout le monde qui ne croit pas et questionne la personne qui est victime d'une agression. Mon problème avec ça, c'est la nature de l'agression, parce que tout le monde n'arrête pas de décrier que c'est un violeur, que c'est un violeur. J'ai l'impression que ça minimise les actes qui sont commis, les violences sexuelles qui sont commises sur les gens. Ouais. Je trouve ça un petit peu mid. Exact. Mais ne pognez pas l'épaule de vos collègues de manière creepy, s'il vous plaît. Non, faites pas ça. Non, faites pas ça. Fait que c'est ça qui s'est passé pendant la panne d'électricité à Stat. Yay! Puis si vous avez envie d'être triste concernant tout ce qu'on vient de discuter, est-ce que tu as déjà vu le film sur les articles qui ont exposé Harvey Weinstein? Non. J'ai écouté ça la semaine passée. J'ai pleuré beaucoup. Je vous le conseille. C'est sur Crave, ça s'appelle She Said. Ah! C'est l'histoire ben, c'est l'histoire. C'est la vie de Megan Twohey et Jodie Cantor, les deux journalistes du New York Times qui ont écrit la série d'articles qui ont exposé toute la machine d'abus sexuels sur des jeunes actrices qui étaient avec Harvey Weinstein comme roi à sa tête. Oh. C'est ça. C'est elles qui ont exposé ça dans le New York Times. C'est excessivement triste. Et c'est excessivement bon comme film. Et c'est drôle parce que... Non, c'est pas drôle. À toutes les fois que je pense à une actrice qui était comme vraiment, vraiment big dans les années 80-90, puis je suis comme, tu sais, pourquoi qu'on la voit plus, cette femme-là? Étrangement, elle a toujours été sur des productions Harvey Weinstein. Est-ce que tu parles de Rose McGowan? Non, je parlais de Sean Young. Ah, de Sean Young! Qui est... Mais elle a jamais parlé de ça, oui. Sean Young. Elle en a parlé? Oui. OK. Parce qu'elle a été victime de beaucoup d'autres affaires qu'elle a aussi. été barrée de l'industrie, puis que tout le monde disait que c'était une calice de folle, une crise de folle, une hostie de folle, comme complètement craquée dans le plafond. Comme Ashley Judd puis Rose McGowan, justement. Puis comme, étrangement, elle est dans les gens qui ont parlé contre Harvey Weinstein. Mm-hmm. Puis elle avait parlé contre James Wood aussi. Mm-hmm. Oh, tabarnak. Étrangement. Mais, non, c'est vraiment comme l'industrie, comme... Honnêtement, toutes les actrices qui se font traiter de crise de folle, difficile à travailler avec, hostie de folle craquée dans le plafond, là, j'ai le sourcil qui lève. J'ai étrangement l'impression qu'il y a un certain monsieur avec les initiales HW en arrière de ça. Ça se peut. Fait que voilà. J'aurais vraiment aimé ça, pas avoir le Mandela Effect puis qu'il soit mort en prison comme je pensais. J'aime que c'est la portion on décante, puis finalement on est dans les agressions sexuelles, ça détruit la société. J'espère qu'Harvey Weinstein va mourir de son cancer du pancréas ou je sais pas quoi qu'il y a, là. C'est ça. J'y souhaite bien du mauvais. Ouais, beaucoup de mal. Ouais. Tout le mal que t'as mis dans le monde. Ouais. Fait que voilà! Merci d'avoir été des nôtres à l'hôpital Saint-Vincent. C'est rough, finalement. Oui. Je savais que j'allais te parler de l'affaire, puis je t'en avais déjà parlé hors d'onde de l'affaire de l'agression de Sophia. On s'était fâchés aussi. Ben, j'ai beaucoup de questions. Je pense que ça aurait eu intérêt à être mis en scène d'une manière... plus réaliste. Meilleure. Ouais. Plus nuancée. Parce que c'est important de parler de ça, ça existe, et des abus de pouvoir dans un contexte de travail, ça existe. Oui. Puis il y en a plein des infirmières, puis il y en a plein des employés en général, des employés et des employés juste accent aigu, qui sont victimes de ces affaires-là de la part de leur boss. Mais je pense pas que pogner l'épaule à quelqu'un, c'est ça. I don't think this is it. Non. Non. Fait que c'est ça. Merci d'avoir été des nôtres. Oh, merci. Excusez de vous avoir déprimé de même, Stat. Stat.
Hi, it's Maddie from After Dark, Myths, Misdeeds and the Paranormal. On the most terrifying places in America, travel with ghost hunters, psychics and historians as they uncover the chilling truth behind America's paranormal hotspots. From a haunted hotel in New England to a Texas warship where the dead still walk the decks. It's a podcast that's part cross-country road trip, part ghost tour. Listen to Most Terrifying Places in America wherever you get your podcasts. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.